rentrée sur Europe 1. Toute la journée, vous avez pu retrouver l'équipe des journalistes et des animateurs, ainsi que vos programmes préférés. Il va y avoir quelques changements concernant la libre antenne. Vous étiez nombreux à écrire pour dire que l'émission vous manquait le week-end. Alors Caroline Cochot et Bruno Gaston, tous deux à la direction des programmes, vous ont entendu. Et j'aurai maintenant le plaisir de vous retrouver le dimanche soir également, de 23h à 1h. Nouveau rendez-vous donc pour cette année. Nous serons ensemble du dimanche au jeudi soir. Et dans l'année, je recevrai également des invités avec lesquels vous pourrez dialoguer autour d'un thème précis qui aura été défini à l'avance et je vous en ferai part. Donc on recevra l'invité, une petite interview et vous pourrez téléphoner au 39 21 comme vous le faites chaque soir pour parler si vous êtes concerné par ce thème. Voilà, j'espère que vous avez bien noté ces nouveautés, qu'elles vous font plaisir. Le numéro du standard, lui, n'a pas changé, 39 21, il est ouvert dès 22h30 et vous serez accueillis à ce moment-là par Paul et Asiba qui sont là ce soir, qui attendent vos appels. C'est toujours Philippe Chartier qui réalise cette émission. Les mails, pareil, europe1.fr et vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous entendre et de savoir aussi. Surtout que à partir de dimanche, de dimanche prochain, déjà. oui, ça commencera dimanche de cette semaine. Super, parce que c'est vrai que ça fait un manque et moi je sais que le samedi dimanche j'ai beaucoup de mal à me coucher parce que ça fait partie de mon rituel. Voilà, vous écoutez avant pour pouvoir faciliter l'endormissement. Je fais partie de ces gens qui ont du mal à dormir. Ça vous apaise? Ça m'apaise. C'est pas l'émission qui est soporifique, rassurez-moi. Non, pas du tout, parce que en fait, bon, c'est un rendez-vous qui vous apaise, qui m'apaise et quelque part, voilà, je sais pas. Au début, c'était votre voix et après, ça a été les sujets. Bon, ça nous aide à relativiser. C'est vrai que c'est pas très sympa de le dire, mais de savoir qu'il y a plein de gens autour aussi qui ont des soucis et qui ont une écoute, c'est toujours rassurant. Et donc, c'est agréable. Et vendredi, voilà, j'avais essayé de vous appeler, mais c'était assez tardivement. Parce que je me sentais pas très bien, voilà. Et en fait, c'est pour parler d'un sujet qui est la dépression. Oui. Voilà, dont je souffre depuis à peu près 3-4 ans, pour laquelle je suis traitée. J'aimerais bien d'ailleurs faire parmi les... Je vous dis aussi, cette année, on recevra des invités et je pense que c'est un des thèmes qu'on abordera parce que ça concerne tellement de personnes, la dépression. Oui. Voilà, donc, vous en souffrez, vous, depuis 3-4 ans? Je souffre depuis 3-4 ans et je suis traitée, mais malheureusement, voilà, il y a toujours ces molécules auxquelles on doit s'adapter qui, à un moment donné, font plus effet. Oui. Donc des hauts, des bas, beaucoup de bas. Et ces temps-ci, ça a été le cas. Donc, bien souvent, je prends sur moi. Mais malheureusement, il y a des choses qui peuvent en pâtir, telles que les relations, les relations humaines, le travail. Voilà, des choses qui sont, on va dire, très importantes. Et donc, il y a des moments où j'ai tendance à m'isoler pour éviter ou de faire souffrir les autres. J'ai souvent l'impression d'être un poids. Et en fait, c'est un moment où je ne sais pas si c'est... Bon, il y a un moment où on a l'impression qu'on n'est absolument pas estimé parce qu'on est tellement mal dans sa peau. Et on s'aime peut-être tellement pas. C'est vous qui ne vous estimez pas. C'est tout le problème de la dépression. Hein. C'est vraiment... une profonde mésestime de soi. La personne se sent nulle, pour dire vite, et donc d'où ce repli, parce que finalement, quand on se sent nul, comment penser que les autres peuvent vous trouver intéressant? Donc les relations deviennent difficiles et on a plutôt tendance à se replier ou à se réfugier dans le sommeil. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'à la rigueur, quand on a quelques relations, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle se dégrade parce que
Parce qu'on a l'impression d'être un poids pour l'autre, on n'est jamais bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Puis bon, la fatigue se lit, on fatigue très, très facilement, l'humeur, elle est très en dents de scie, donc... Mais il n'y a pas d'élan, donc c'est vrai que c'est difficile, on perd tout goût à la vie. Donc c'est vrai que rencontrer les autres, c'est vrai qu'à un moment, toujours dire ça ne va pas, je me sens pas bien, donc ou alors finalement on se tait. Et il n'y a plus qu'un monologue, c'est l'autre personne qui parle. Donc c'est vrai que du coup, la personne a plutôt tendance un peu à se terrer, à s'isoler, ce qui ne fait que renforcer. C'est là où c'est un cercle vicieux, ce qui ne fait que renforcer la dépression, parce qu'à un moment aussi, dans ces périodes-là, il est particulièrement important d'être entouré. Alors d'être entouré aussi de personnes qui vont être tout à fait évidemment bienveillants, ça c'est la première des choses, mais compréhensifs. C'est-à-dire qu'ils vont pas essayer de tenir des propos un peu, un peu à vouloir vous être autoritaire, à vous commander, à vous dire allez vas-y, force-toi, pousse-toi, tu peux y arriver. C'est-à-dire être entouré. On peut être entouré, vous voyez, être avec les autres, au milieu des autres, où on sent cette présence chaleureuse, réconfortante, mais sans qu'on vous en demande trop non plus à vous. Oui. Être entouré, un peu prise en charge finalement. Bien sûr, mais je pense que dans la durée c'est difficile parce qu'il y a aussi une hypersensibilité. J'ai l'impression, les gens qui en souffrent, je sais pas, j'ai cru comprendre que, je sais pas dans mon cas, est-ce que il y a des moments où je me pose la question, est-ce que je dramatise les choses, les événements, ce que je vis en tous les cas, ou est-ce que c'est... Non, mais c'est le propre aussi de la dépression, c'est-à-dire de voir tout en noir. Oui. C'est-à-dire que effectivement tout est disproportionné. C'est-à-dire qu'un événement que vous pourriez très bien traverser, supporter, sans que ça vous atteigne, sans que ça vous affecte ou sans que ça vous paraisse un obstacle démesuré, là devient un moindre petit obstacle, le fait d'avoir à, je sais pas, aller dans une administration, faire des papiers, mais là ça vous demande une énergie folle que vous n'avez pas. La moindre réflexion peut vous mettre à terre. Vous l'êtes déjà. Donc c'est un état très particulier. Vous êtes vous et pas vous. C'est-à-dire vous allez en sortant de la dépression, vous allez à nouveau être celle que vous étiez avant d'y entrer, et même différemment, parce que quand on travaille sur soi, la dépression, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu qu'est-ce qui nous a fragilisés, donc du coup de travailler là-dessus pour pour se renforcer un peu. Mais ça n'altère en rien vos facultés intellectuelles. Simplement vous avez plus de... Parce que je dis ça parce que parfois les gens s'inquiètent, ont l'impression, disent voilà, moi qui aimais lire, j'y arrive plus. Oui, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Vous voyez, c'est plus ça. Il y a une grande lassitude. Voilà, tout fatigue. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, moi, qui était très dynamique, très grande. Voilà, je travaillais énormément. Et j'ai vu d'année en année, voilà, mes capacités physiques diminuer, c'est-à-dire je fatigue vraiment. Et ce qui est très étrange, c'est que je peux avoir des périodes où ça va aller, je vais être très motivée, ça va être dur, mais je vais y aller, voilà, je me dis c'est impératif, le travail c'est important, je vais me battre. Puis il y a des moments où pour pas grand-chose, parce que voilà, au niveau relationnel ça va pas, ça y est, je flanche, je retombe. Et donc je vois que il y a des récidives à chaque fois que j'ai l'impression ça va, j'ai passé une année, ça s'est bien passé, et hop, mais il peut y avoir des incidents, je retombe. Mais il peut y avoir des rechutes. Comment êtes-vous suivi? Parce que vous dites que vous êtes suivi, donc vous avez un traitement antidépresseur. Oui, tout à fait, antidépresseur, anxiolytique et somnifère, parce que sans ça, j'arrive pas à dormir. J'ai essayé d'interrompre. Le sommeil n'est pas un refuge pour vous? Si, il y a des moments où c'est souvent le cas. Quand je travaille, parce que je travaille, bien sûr que voilà, je suis au boulot, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde le sait, que tout le monde le voit, parce qu'on a un regard on me dit souvent un peu absent. Triste. Oui, absente, triste, pas du tout sociable.
très en retrait. Bon, écoutez, après tout, ça peut... Vous faites votre travail, vous avez le droit... Et puis bon, oui, vous pouvez... C'est pas honteux de traverser aussi une dépression. Hein. Oui. C'est surtout pénible pour vous qui la vivez. Voyez, oui, mais... puis c'est quand même pénible pour les autres, que ce soit au travail ou dans les amitiés ou... je sais pas, par exemple, si je devais parler de ma vie affective, c'est le vide, parce qu'à chaque fois que j'essaie de construire, là, par exemple, j'y croyais pendant 2 ans, puis ça va pas du tout, parce que, voilà, la personne m'a expliqué, t'as des périodes où tu es vraiment très très bas et ça dure très longtemps, et les périodes où tu vas bien, mais ça dure peu, et donc voilà, je vois que bon, c'est... Mais est-ce que vous pouvez parler, parce que vous êtes suivi, j'imagine, par c'est un psychiatre qui vous prescrit votre traitement. Oui. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez un espace pour parler? Très peu de temps, parce que ma psychiatre m'a expliqué que, en fait, elle ne faisait plus de psychanalyse, elle n'avait pas le temps, parce qu'elle travaillait à l'hôpital. D'accord. Et moi, au départ, j'étais pas pour tout ce qui était traitement chimique, mais je m'y suis résolue à cause du manque de sommeil. Ah oui, voilà. Oui, c'est important. Et donc j'y ai cru, mais au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que voilà, ça suffisait pas. Et là, ma dernière tentative, c'était de prendre rendez-vous avec un psychologue. Et là, j'ai eu une période de creux parce que ma psychiatre est partie en vacances, mon psychologue aussi. Oui, donc vous vous êtes sentie très seule. Et les choses même en m'isolant, se sont dégradées. C'est-à-dire que j'ai eu peur à un moment donné, vraiment, parce que voilà, le seul refuge, c'était le lit. Toute la journée, mes forces s'amoindrissaient de jour en jour. Après, il y a la crainte de la reprise du travail, parce que voilà, on ne sait pas comment on va pouvoir le vivre. Et donc voilà, j'ai eu un grand passage, d'autant plus avide que vous vous sentiez très seule sans vos thérapeutes. Les vacances peuvent être sont souvent un moment comme ça difficile où le mal-être, la souffrance psychique s'aggrave, parce qu'effectivement tous les repères habituels sont bousculés, bouleversés. Il y a des personnes qui ne sont plus là, dont effectivement les thérapeutes qui prennent aussi des vacances. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont compliqués à traverser, de savoir aussi que les autres sont en vacances, que soit on est là, et bon, c'est un peu comme les périodes de fête, les périodes de Noël. Maintenant, c'est vrai que c'est important pour vraiment soigner une dépression, d'avoir à la fois un traitement médicamenteux qui, quand on est véritablement en dépression, parce que c'est une maladie, c'est essentiel, on peut pas en faire l'économie. La dépression, c'est pas la déprime, ou la déprime, bon, à la limite, c'est vraiment, c'est beaucoup plus profond. Et parallèlement, quand même, un suivi psychothérapeutique, c'est-à-dire de pouvoir parler de ce qui vous fait mal aussi, de ce qui vous fait souffrir, c'est-à-dire savoir, voyez, est-ce qu'il y a eu un événement déclenchant à votre dépression? Oui, tout à fait, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important parce que vous voyez, c'est de meilleurs pronostics, par exemple. Oui, ça, quand c'est un état un peu chronique. On est au courant, parce que si vous voulez, au début, elle avait les premières années, elle était à l'écoute. Bon, l'élément moteur, elle m'a toujours expliqué que c'était ma raison première pour y aller. C'était parce que je dormais plus et je me posais des questions sur le travail, quoi. Mais ça, c'est un symptôme, ne plus dormir. Ça, c'était un vous symptôme. Ne dormiez plus parce que vous aviez des soucis. Et donc, les soucis, c'était le travail? Non, les soucis, je les avais depuis longtemps, si vous voulez, mais à 40 ans, j'ai eu une prise de conscience où je me suis fait un bilan qui n'était pas très joyeux. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pas grand-chose, parce que j'ai... Entre nous, oui, effectivement, un travail depuis le début de ma carrière, j'ai 45 ans aujourd'hui. Un travail, on va dire que j'ai fait parce qu'il fallait manger, parce qu'il fallait, voilà. Mais mais j'espérais pouvoir faire autre chose, etc. Et à 40 ans, ça a commencé à un peu me peser parce que je me suis dit, maintenant, le temps est passé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En même temps, il y avait un vide affectif qui était là parce que ma priorité, c'était de faire grandir mon fils que j'ai élevé à partir de 2 ans, toute seule, quoi. Et donc, je me suis toujours battue sans cesse et j'ai toujours fait la course. Et à 40 ans, vous savez, déjà,
Le garçon commençait à grandir. Il a 18 ans aujourd'hui, mais bon, voilà, c'était l'adolescence, lâche-moi maman. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir des vides. Moi qui l'accompagnais au sport, toutes les activités. Et donc, c'est à partir de ce moment-là aussi où je me suis sentie un peu... j'ai eu un de mes rôles essentiels qui a été éliminé, pas totalement. Je suis encore sa maman et il a toujours besoin de moi. Mais il n'y avait plus cette complicité, cet échange, cette communication. J'avais jamais ressenti ce vide qu'il avait toujours comblé, on va dire. Oui. Et là, je me suis sentie seule à partir de ce moment-là. Je l'ai très, 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 très mal vécu. Et suite à ça, sont venus se greffer. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai essayé. C'est les seuls moments où j'ai pensé à refaire ma vie, on va dire. Oui. Et j'ai essayé, ça a été une catastrophe pas possible. Et ça m'a fait basculer. Donc il y aura ce vide en vous, parce que vous dites bien, finalement, vous occupez de votre fils, donner du sens. Enfin, vous étiez utile. Ça occupe beaucoup de s'occuper d'un enfant, cette responsabilité-là. Finalement, on peut très bien s'oublier dans soi-même quand on s'occupe d'un enfant. C'est-à-dire la vie est rythmée par l'enfant, même quand il est grand d'ailleurs. C'est une présence à la maison, et la vie peut être rythmée par... déjà, on n'est pas seul à table, on n'est pas seul... Enfin, il y a une vie dans la maison. Bien sûr. Bon, donc à un moment, effectivement, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui éprouvent ce qu'on dit le syndrome du nid vide, quand les enfants quittent la maison, lorsqu'elles se sont entièrement dévolues à ce rôle de mère finalement. Donc elles ont ce vide en elles, et vous dites ce vide qu'il avait comblé. Oui. Et que vous... Voilà, parce que si vous voulez, moi j'ai pas de famille, j'ai vraiment vécu en symbiose pendant très très longtemps avec mon fils, et c'était tout pour moi, comme beaucoup de mamans, et je sais pas, j'avais tout concentré sur lui, tout. C'est-à-dire que je n'avais pas d'activité sportive, pas de loisirs, voilà, c'était tout ce que je faisais, c'était par rapport à mon fils, jusqu'au moment où très rapidement, parce qu'il a été assez précoce, comme j'étais une maman apparemment trop étouffante, et toujours à être trop présente, il me l'a reproché, il a réclamé un peu la distance, donc voilà, au début c'était pas de communication, et j'en ai très rapidement souffert. Bon, aujourd'hui c'est encore d'autres étapes, je m'y fais, mais le début a été difficile, c'est-à-dire je vais vous dire, il y a à peu près 5 ans que ça a commencé. J'ai pas accepté je n'ai pas pensé à me faire suivre tout de suite, J'ai attendu 2 ans. Alors ça c'est important. Voilà, je le dis pour ceux qui écoutent et voilà. Si vous voulez repérer comme ça les premiers symptômes qui peuvent être effectivement des insomnies, une perte de l'appétit et surtout une immense fatigue. Une immense fatigue, alors que la première des choses en général, si vous allez voir votre médecin qui vous prescrit un bilan biologique, s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier. Il y a une dame qui a appelé en disant ça peut être un problème de thyroïde. Alors effectivement, en hypothyroïdie, il y a une immense fatigue, mais ça, le médecin, en général, vous allez voir votre médecin traitant, il vous fait faire un bilan. Si dans ce bilan, on trouve que tout est normal et que la fatigue persiste et puis qu'il y a petit à petit ce retrait un peu de la vie, c'est-à-dire c'est des choses qui vous faisaient plaisir jusque-là. Vous voyez, la fatigue, même pour des choses qui normalement vous faisaient plaisir, une activité qui vous faisait plaisir, là tout devient pesant. Tout devient pesant, ça ne passe pas, avec aussi ce sentiment un peu de nullité quand même. Oui, c'est ça, c'est exactement c'est plus ça. Douter de soi, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on n'ose plus du tout rien faire, un repli sur soi. Là, il faut vraiment consulter, parce que c'est important que, si vous voulez, la souffrance morale est souvent pas prise à tort. Alors, c'est paradoxal, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des dépressions. J'ai plus les chiffres, mais un psychiatre qui en avait parlé disait que c'était faramineux. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient des traitements d'antidépresseurs, anxiolytiques et autres, qui finalement ne sont pas réellement dépressifs, qui traversent un épisode de déprime, mais qui ne sont pas profondément dépressifs, et d'autres qui sont profondément dépressifs, eux ne sont pas suivis, ne consultent pas, ou voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi ne pas hésiter à en parler à son médecin traitant pour faire un premier bilan. C'est-à-dire que moi, les 2 premières années, j'étais en refus.
C'est-à-dire j'étais en lien, bien sûr que j'avais éliminé tout risque de problème organique ou quoi. Mais quand on m'a indiqué, j'étais pas du tout d'accord. Parce que moi, la psychiatrie, tout ça, c'était pas du tout ma façon de... Je pensais que j'avais assez pas de caractère, mais de force et de courage pour m'en sortir toute seule. Et en fait, il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte que ça s'aggravait. Je m'épuisais de plus en plus jusqu'au moment où j'ai consulté, et là la psychiatre m'a dit ça peut être momentané, c'est peut-être une crise que vous traversez, et en fin de compte voilà, je vois que ça perdure oui, mais parce que si vous voulez, alors si ça s'aggrave, là ça ne va pas, il faut là on a changé de molécule. Voilà, alors il faut changer de molécule, mais parallèlement, le dosage n'est pas encore bon. Oui, mais parallèlement à ça, il faut aussi que vous ayez un endroit un peu pour parler. Oui, là je l'ai fait récemment parce que je sentais que ça n'allait pas du tout. Voilà. Et donc j'en ai parlé après coup à ma psychiatre. Elle m'a dit que j'avais très bien fait. Mais voilà, manque de peau, j'ai eu 3 séances et il est parti. Alors vous allez déjà les retrouver, puisque là aussi c'est la rentrée pour tout le monde. Hein, donc ils vont revenir. Ça, voilà. Ils vont revenir et vous allez les retrouver, pouvoir en parler, faire le point. Bien et puis sûr. il peut y avoir comme ça des moments de rechute, mais il faut s'accrocher. Hein. Il y a Linda qui dit moi-même je lutte contre la dépression, soyez courageuse. Alors c'est pas seulement une question de courage, parce que quand on est dedans, et puis c'est pas une question de volonté non plus. Il faut le traverser, il faut la traverser. C'est triste parce qu'on a plus d'énergie. Et moi qui étais si dynamique, on m'appelait vraiment. J'étais une pile électrique, j'étais à la limite de l'hyperactif. Peut-être trop, ouais. Voilà, et quand je vois que je m'épuise pour un oui, pour un non. Oui, pour le moment, c'est comme ça. Oui. C'est peut-être que aussi être dans l'hyperactivité, parfois c'est une forme de dépression masquée. On lutte aussi contre la dépression en étant dans l'hyperactivité. Oui, c'est ça. Donc là aujourd'hui c'est compliqué. Ça va peut-être vous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a en vous comme faille, et du coup de les combler et de combler ce vide que vous ressentez. C'est aussi la dépression. On en sort, parce que c'est vraiment c'est difficile quand on est dedans, mais on en sort, et on en sort renforcé. Il faut quand même que vous gardiez ça en tête. Mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens d'être vraiment d'aller mieux, c'est-à-dire, je vous dis, d'associer toujours une psychothérapie à un traitement thérapeutique. D'accord. Voilà. Ils reviennent quand, vos thérapeutes ? Là, moi, je reprends le travail demain, et en principe, j'ai rendez-vous parce que voilà, j'ai que dans une semaine. Ils reviennent ma psychiatre revient le 7, mon psychologue rentre demain, mais comme moi je travaille, je pourrais les revoir que le 11. D'accord. Bon, ça arrive bientôt. Ça arrive. C'est proche. J'ai eu des moments de panique. Oui, je comprends. Mais vous pouvez aller aux urgences dans ce cas-là, voir votre médecin. Je ne me permettrai pas parce que j'essaie quand même. Voir votre médecin traitant. Oui, mon médecin traitant, oui, c'est vrai que... Mais comme j'ai un traitement, si vous voulez, j'ai plus besoin d'un soutien psychologique. Et ma psychiatre me rassure, parce que maintenant, elle me connaît très bien. Et du point de vue psychologique, elle est quelque part un peu... Elle me pousse un peu. Mais ce que j'aurais recherché, moi, plutôt comme aide, c'est comment... Il y a un mot pour ça, vous savez, c'est ce que je souhaitais comme aide psychologique. C'est... qu'est-ce que cette thérapie? Je vais vous laisser chercher. En attendant, on va accueillir Dominique. Ça va peut-être vous revenir. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre émission, et puis avec Sophie, quand vous êtes dans des vacances tout à fait méritées, ça se passe bien aussi. Vous êtes un beau duo. Elle est formidable, oui, Sophie. Ah oui, on apprécie beaucoup. Alors, moi j'ai 60 ans, je vis seul, mais j'ai subi une dépression pendant très très longtemps, pendant plusieurs années, on va dire 3-4 ans. Alors, ce qui vient d'être dit, complètement, c'est ce que j'ai ressenti. On est complètement HS, on est complètement out, on s'isole, on passe ses journées à ne rien faire dans son lit, etc. Autrement dit, on se dévalorise énormément, ce qui n'est certainement pas la solution. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, vous l'avez dit, Caroline. D'abord, il faut savoir que la dépression, on s'en sort. C'est pas une maladie incurable. Mais c'est une maladie qui existe, qui est reconnue, qui est caractérisée, c'est pas une honte. Deuxièmement, il y a effectivement le traitement, il est indispensable, c'est évident, il prend plusieurs formes, il doit même évoluer au cours de la maladie. Les anxiolytiques, c'est bien, mais ça doit pas être pris trop longtemps, parce que ça a des effets secondaires, ça ralentit quand même pas mal.
Et les médecins sont là, si vous voulez, pour traiter dans l'instant en fonction de l'évolution. Le thérapeute, lui, il est très important parce qu'il va s'inscrire dans la durée. Et en particulier dans les phases aiguës, mais en particulier après, quand on commence à récupérer, c'est un moment difficile aussi. On se sent beaucoup mieux, mais on est encore très fragile. Et on a encore des instants où on risque de rechuter, comme vous le disiez tout à l'heure. Et le psychothérapeute qui vous connaît très bien, à ce moment-là, il va réagir, il va vraiment vous redoper, sentir le point faible et vous redoper à ce moment-là. Donc lui, il va assurer un suivi à long terme, si vous voulez, pour empêcher les rechutes. Pour moi, c'est le plus important parmi les thérapeutes dans la dépression. Mais la solution, finalement, il faut le savoir, les médecins sont là, si vous voulez, pour vous apporter une aide. Quand on a la température, on prend de l'aspirine, bon. Mais c'est une aide. Après, il y a la cause, il y a ce qu'il y a derrière. Et en fait, la dépression, on s'en sort par soi-même. C'est-à-dire qu'on finit quand même un jour par trouver en soi des ressources qui font que d'un seul coup, on se dit « Ah bah tiens, ah bah oui, ah bah ça va mieux, ah bah c'est grâce à moi. » Bon. Et moi, j'ai trouvé ça, si vous voulez, et ça, j'insiste, et je crois que c'est un conseil important, parce qu'avec moi, ça a bien marché. Premièrement, ne pas arrêter le travail le moins possible. Il faut absolument continuer une activité sociale, une activité de travail, parce que pendant qu'on travaille, on continue à faire travailler son cerveau. On a moins de troubles cognitifs forcément, et on fait des efforts, et puis on a une vie sociale, une vie relationnelle, et puis on se laisse pas aller forcément. Donc on est pris quand même et ça c'est une très bonne chose. En sachant que c'est très difficile, on fait des oublis, on a toujours peur de faire des erreurs, on est un petit peu, de temps en temps, on est fatigué, bon. Mais il faut essayer de tenir, quitte à prendre des mi-temps ou des choses comme ça, mais c'est important de tenir, ne pas s'exclure de la société. Oui, quitte à, comme si vraiment à un moment ça va trop mal, on peut pas rendre un arrêt maladie ponctuellement, mais ça ne veut pas dire s'arrêter complètement, se maintenir, je suis d'accord. Oui. Ah oui, se maintenir, garder un contact, parce que moi, à un moment, j'ai fait l'erreur suite à l'avis du médecin travail, il m'a dit stop. Et là, j'ai fait un arrêt en me disant, je vais arrêter 15 jours et puis après, ça va redémarrer. Non. Dans la dépression, ça redémarre pas comme ça. Dans la dépression, quand il n'y a plus le feu, c'est long à redémarrer. Donc, évitez quand même de stopper. Et moi, ce qui m'a vraiment sauvé, mais ça, c'est un conseil vraiment très important, c'est quand je suis chez moi, n'importe quel moment de la journée, surtout le week-end, éviter les phases d'ennui, parce que les phases d'ennui, on rumine, et donc c'est du négatif, c'est des pensées négatives, et il faut toujours s'occuper. Pas une hyperactivité, pas vouloir tout bien faire, mais prendre son temps, essayer de bien ressentir ce qu'on ressent, essayer d'aller doucement, même faire la vaisselle, ne pas laisser traîner. Bon, on n'a pas trop envie, mais on se lève et puis on le fait. Bon, on donne un coup de ménage, ensuite on fait ceci, ensuite on va aller acheter du pain, ensuite on va faire ceci, puis on se dit, bon sang, la matinée s'est passée. Autrement dit, se laisser le moins possible de temps pour ne pas divaguer, pour pas laisser l'esprit s'envahir, ce qu'il a tendance à faire dans la dépression par les pensées négatives qui amènent ensuite à des ruminations, qui emmènent ensuite à des... ensuite, on se dévalorise et on n'est pas bien, quoi. Je suis très sensible, vraiment, à ce que vous dites, Dominique, et je vous remercie. Je pense que ça parle vraiment très, très profondément à tous ceux qui, un jour ou l'autre dans leur vie, ont traversé un épisode, une dépression, un épisode dépressif, et ils sont nombreux parce que ça touche beaucoup de personnes. Alors ceux qui n'ont pas traversé ont du mal à comprendre ce que c'est véritablement, parce que je crois qu'il faut l'avoir vécu pour savoir véritablement ce que c'est. Et vous le décrivez très bien quand vous dites tous ces petits gestes du quotidien qui s'occuper, finalement s'occuper, même si c'est à son rythme, parce qu'on est très fatigué quand on est en dépression, mais finalement c'est presque, c'est pas un jour après l'autre quand on est dans une dépression, c'est une heure après l'autre. Et vous avez dit la matinée est passée, et vous avez raison de dire, parce que quand on est en dépression, c'est la matinée qui est le plus difficile. En général, l'humeur s'améliore en fin de journée. La matinée, souvent, c'est
c'est une horreur parce que on sort du sommeil, mais là on oublie tout ce qui fait souffrir, et se réveiller est très compliqué, la perspective de la journée à venir. Donc on peut avoir tendance à se replonger sous les draps, sous la couette, et ça demande un peu un effort de dire quand même se lever, ouvrir les volets, regarder et faire des petits gestes du quotidien, parce que vous l'avez dit aussi, ne pas se laisser déborder, parce que évidemment chez soi ça peut très vite aussi devenir le chaos, c'est-à-dire le désordre et tout ça, et tout ça est très déprimant aussi à long terme. Tout ça est très déprimant parce qu'on a l'impression qu'on va pas pouvoir remettre tout en place, et puis ça dure des mois. C'est chez moi, il y a un moment, c'était le bordel complet, et c'était désolant, et moi je ne me reconnaissais pas, je me disais c'est pas moi, ça c'est pas possible. Bon, après il y a aussi, si vous voulez, les conseils. Alors évidemment, les gens qui vous aiment bien essaient de vous donner des bons conseils. Vous l'avez dit au début en disant force-toi, etc. Bon, ça effectivement, ça marche pas parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Pas du tout, au contraire. On voudrait au contraire simplement des témoignages d'amour. On t'aime bien, ça va aller, point, c'est tout. Mais surtout pas de conseils. Et puis, tu devrais aller au cinéma ou au théâtre. Mais tout seul, on n'a pas envie. Mais on n'a pas du tout envie. Même moi, je regardais plus la télévision, j'avais pas envie, ça ne me disait rien. Il y a ce manque d'envie. Par contre, les petites choses qu'on doit faire, aller chercher le pain, faire les courses, faire la vaisselle, faire le ménage, repasser, tout ça, il faut le faire régulièrement, il faut se forcer à le faire en prenant son temps, en se disant bon, je vais repasser, mais je ne vais pas repasser plus d'une demi-heure. Puis si je suis fatigué, je m'arrêterai. Et puis après, on est content, on dit bon sang. Alors le soir, on se dit bon sang, mais quand même, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. C'est des petites marches qui font qu'on remonte un petit peu. Oui, c'est ça. C'est vraiment un pas après l'autre. Oui, c'est un pas après l'autre. C'est ça, il ne faut pas vouloir trop grand. Et comme vous dites, c'est se donner un cadre un peu, là où tout part, à volo. Oui. Mais ça vient de nous, la solution. Nous avons en nous des ressources, évidemment, qu'on ne soupçonne pas. Mais Dieu sait si elles sont là et bien importantes. Et quand ça revient à la surface, je peux vous dire que là, ça fait du bien, quoi. Il y a Angie qui dit « Très beau témoignage, Dominique, rien de théorique, du vécu, merci. » Et une jolie voix aussi, dit-elle. Il y a Carole qui dit « Je dis toujours à mon mari combien je l'aime, mais que je ne supporte plus sa dépression. Pour bien séparer lui et sa dépression, je le soutiens de tout mon cœur, mais combien c'est douloureux pour le conjoint. » Oui, tout à fait. C'est pas facile, c'est déprimant aussi, bien sûr. Tout à fait. Mais la dépression, c'est une maladie caractérisée, reconnue. Bien comme sûr. Si vous voulez, moi je sais pas, une grippe, une maladie longue, une affection pulmonaire, etc. C'est pareil. Donc le conjoint, lui, il n'est en rien, lui, il doit accompagner, mais il peut pas toujours intervenir. C'est pas lui qui a la solution. Non, surtout pas. Donc témoigner de l'amour, son amour à la personne qui est malade, ça c'est important parce qu'elle en a besoin, mais pas au-delà, pas de conseils, pas de bousculade, pas de... C'est vrai, on aurait envie de bousculer la personne en disant mais remue-toi, t'étais pas comme ça avant, t'étais beaucoup plus... On te reconnaît plus, qu'est-ce que t'es devenu, si tu voyais comme tu es maigre... Enfin, tout ça, effectivement, c'est des paroles qui ne font que aggraver le sentiment de culpabilité, d'infériorité et la perte de confiance qu'on a en soi, quoi. Il y a Claude qui envoie un mail en disant quelle différence entre une rechute de dépression et un nouvel épisode dépressif. C'est un peu la même chose, votre question. Rechute et nouvel épisode. Comment distinguer si c'est une rechute. Sauf que Caroline, si je peux me permettre, allez-y. Le nouvel état dépressif, c'est la suite d'un nouvel événement. C'est-à-dire que la rechute, c'est la même maladie qui s'était calmée un peu et puis quelques mois après, les symptômes réapparaissent sans qu'il y ait de faits nouveaux. Par contre, un nouvel épisode, c'est une nouvelle maladie qui s'installe, c'est souvent lié à un nouvel événement. Oui, c'est vrai, d'accord, je comprends la distinction. On peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire il y a eu un nouvel événement qui fait qu'on est dans un nouvel épisode. C'est pas tout à fait les mêmes donnes, c'est pas tout à fait les mêmes causes au départ. Oui. Et puis une rechute, il faut savoir que souvent, là aussi, il faut être, vraiment rester optimiste parce que une rechute, souvent,
on s'en sort beaucoup plus vite que le premier épisode dépressif. C'est-à-dire, on a très peur. Là, une personne qui a fait un épisode dépressif, qui quand elle sait, elle voit arriver les symptômes qui sont ceux d'une rechute, c'est abominable parce qu'on se dit on passe cette souffrance morale, elle est terrible, la souffrance morale de la dépression. Donc, il faut savoir que dans ces cas-là, elle va consulter plus vite en général parce qu'elle sait quels sont les symptômes, elle les reconnaît, elle va consulter plus vite et en général, ça dure moins longtemps. Oui, tout à fait. Il faut quand même le savoir. Tout à fait. Et puis, le psychothérapeute, il a un rôle fondamental. Puis lui, il va dépister, si vous voulez, les premiers signes de la rechute. Et tout de suite, il va se dire... il ne va pas vous laisser comme ça. On se voit toutes les semaines et puis on va travailler là-dessus. Et puis, non, ça c'est important. C'est une maladie qui doit être prise en charge principalement par le psychothérapeute, les antidépresseurs étant un appoint. Une béquille, c'est important. C'est quand on a du mal à marcher, on l'utilise. Voilà, quand on souffre, il faut... Il ne faut pas en attendre. Il ne faut pas dire j'ai un traitement mais je ne guéris pas. Non, le traitement n'est pas fait pour guérir. Il est fait pour passer un épisode critique. Il est fait pour aider la personne, mais la solution, elle est dans la personne, dans son comportement, sa volonté de vouloir s'en sortir. Alors, c'est difficile parce que le déprimé n'aime pas entendre ces discours d'optimisme, tu vas guérir et tout ça. Et il sait qu'il est foutu, que c'est pour toujours. Il a cette vision déformée des choses. Oui, c'est ça, c'est cette vision très déformée des choses. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Nadia, peut-être que ce que vous cherchez comme méthode, c'est, je reçois un SMS qui dit, vous parlez de la dépression, je pense à l'EMDR, mon mari en souffre de dépression depuis 20 ans, j'espère beaucoup en cette thérapie, il va rencontrer une psychologue qui utilise l'EMDR, c'est-à-dire le mouvement oculaire. C'est à ça que vous pensiez ? Oui, c'est tout à fait ça, parce que je me demande si ce que je fais suffit. Mais vous ne parlez pas vraiment de vous. Non. Vous voyez ? Non. Vous avez ce traitement de très peu de données, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire des choses qui m'ont amené, c'était des moyens de survie, voilà ce qui était important pour moi, c'est que je puisse aller travailler, et donc, de mon fils, parce que voilà, 2 priorités dans ma vie. Et, mais vous n'avez pas un suivi régulier ? Vous la voyez tous les... Si, maintenant, oui, là, si vous voulez, comme j'ai eu un premier épisode et ça allait après, puis voilà, j'ai rechuté depuis, là j'ai encore un suivi depuis 1 an. En gros, ça fait 3 ans, voilà, avec des hauts et des bas. Oui, mais vous la voyez à quel rythme ? Alors au départ, je la voyais, mais ça dépend de mes états. Là, depuis le mois de juin, je la voyais tous les 15 jours. Sinon, c'est tous les mois quand je vais bien. Oui, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Quand on est en dépression, tous les mois, ça va pas. Mais là, depuis le mois de juin, je la voyais tous les 15 jours. Il vaut mieux toutes les semaines. Mais si c'est pour parler, parce que ça dépend. Vous voyez, elle vous prescrit un traitement. Pas le temps. Voilà, donc il faudrait, vous la voyez pour le traitement, et ça vous pouvez la voir une fois par mois, qu'elle vous renouvelle votre ordonnance, vous parlez un petit peu de, c'est normal, elle vous fait une ordonnance, mais elle prend le temps quand même de parler un peu avec vous. Mais à côté, ça serait important d'avoir une psychothérapie, comme vous en parle Dominique, c'est-à-dire là avec quelqu'un toutes les semaines. C'est pas la même chose. C'est-à-dire un psychologue. Oui. Voilà, c'est ce que je fais là. Oui, un psychologue, ça a été mon initiative depuis un mois, avant ce mois-ci. Mais j'ai eu, comme je vous dis, effectivement toutes les semaines, 3 séances, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bon, voilà. Voilà, vous allez reprendre. Vous voyez, c'est important, il faut garder en mémoire ces 3 séances qui vous ont fait beaucoup de bien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une relation de confiance qui s'est amorcée avec cette thérapeute. Bon, il y a eu l'interruption des vacances, c'est comme ça. Là, elle rentre de vacances et vous allez poursuivre ces séances qui vous ont fait du bien. Donc il faut justement, d'autant plus si ça vous fait du bien, la voir toutes les semaines. Là. C'est comme ça que vous allez avancer. Voilà, exactement. Quant à vous, Dominique, merci beaucoup d'avoir appelé parce que vraiment ça fait du bien aux auditeurs qui écoutent. Il y a Béatrice qui dit merci beaucoup de ce très beau témoignage, Dominique. Ça me donne de la force pour lutter et sortir de ma dépression. Oui, mais comme le disait Angie, c'est vrai qu'on sent que c'est du vécu et rien ne vaut du vécu. C'est ce que j'aime dans cette émission. On peut parler en théorie de tas de choses. Moi, je peux le faire, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est vous qui témoignez. Parce que ça donne beaucoup plus de force. On a tellement envie de le dire parce qu'on l'a souffert. On se dit bon sang, faut faire ça, faut vous accrocher sur ça, c'est important. Et puis vous allez vous en sortir.
Alors, c'est ce que dit, j'éprouve aussi une autre personne, bon, c'est pas signé, mais j'éprouve à vous écouter un soulagement qui me donne à la fois envie de rire et de pleurer, parce que vivre me semble très dur en ce moment, mais aussi précieux. Quelque chose en moi est épuisé, mais d'autres choses me tiennent la tête haute. Et puis Gaëtan qui dit très beau témoignage, très bien expliqué. Et First Lisa qui dit peut-être en ce moment profiter un peu du soleil, de la luminosité. Ça c'est important aussi parce que quand on est en dépression, on a tendance à rester un peu la tête sous la couette et sortir un peu, même marcher, profiter un peu de ces beaux jours ensoleillés là. C'est important la lumière aussi. Je l'ai pas fait depuis le mois de juin. Je suis pas sortie. Oui, sortez parce que la lumière, il faut aussi faire le plein de lumière. Ça joue sur le plan de vos hormones et particulièrement sur celle du cerveau et autres. Donc profitez-en là de la lumière. Accumulée pour les mauvais jours d'hiver. Je l'ai pas fait, mais je vais. Alors sortez dès demain là, allez faire un petit tour, humer l'air comme ça, vraiment. Même si Pas longtemps. Mais un petit peu. D'accord. Merci beaucoup Dominique pour ces conseils. Prenez soin de vous et Nadia, vous aussi prenez soin de vous et continuez bien comme ça. Allez, à bientôt. Courage Nadia. Au revoir. Courage. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes. Emily Sunday, Next to Me. Joël nous envoyait un petit mail pour nous recommander la lecture du livre de Philippe Labro où il parle de la dépression, de sa dépression, qu'il a fait il y a déjà plusieurs années. Tombé cette fois sur relevé 8, paru aux éditions Folio, un témoignage intéressant, nous dit Joël. Effectivement, c'est du vécu et où dans ce livre, Philippe Labro parle de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Alors c'est vrai que lui, il dit qu'il s'en est sorti surtout avec les traitements, parce que apparemment la psychologue qu'il avait rencontrée, le contact n'est pas du tout passé, puisqu'elle lui faisait faire des petits exercices et il n'avait pas du tout accroché. Alors c'est vrai que là aussi c'est important la relation de confiance qu'on a avec le thérapeute, puisque là visiblement ce qu'il décrivait Philippe Labro, ça devait être une thérapeute d'orientation comportementaliste, puisqu'il y avait des exercices à faire qu'il devait ramener à chaque fois et lui n'avait pas accroché. Il y a Carole qui aussi envoie un petit SMS qui dit merci pour ces 2 témoignages, ils m'ont aidé pour le soutien que j'apporte à mon mari. Et puis quelqu'un me dit les consultations de psychologues sont très chères et non remboursées. Alors non remboursées évidemment puisque ils ne sont pas médecins, donc ça peut pas être remboursé par la sécurité sociale. Très cher, non. Ça dépend tout dépend ce qu'on appelle très cher. Et puis vous pouvez avoir des consultations de psychologues à l'hôpital et également dans les centres médicaux psychologiques. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Europe 1. Et on va maintenant accueillir Dany. Bonsoir. Bonsoir, c'est Caroline? Oui, c'est bien moi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie Je vous en prie de vous accueillir. Oui. Il est très gentil le monsieur que j'ai eu avant. Paul. Ah oui. Oui, super. Voilà, donc moi je suis une vieille grand-mère. Je suis une vieille grand-mère qui va avoir 6 ans dans quelques jours. Et moi, le problème que j'ai maintenant, je ne sais pas trop résoudre. J'espère que ça ne va pas me conduire comme avec Dominique à la dépression. J'ai toujours lutté, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, c'est pas évident. Alors vous avez un problème avec votre fille, oui? Oui, ouais. Elle s'est mariée avec un Tunisien. On s'est fâchés. Mon fils et puis elle a un frère qui a 3 ans de plus qu'elle et on n'était pas d'accord. Elle l'a rencontré et 3 jours après elle voulait se marier et c'est ce qu'elle a fait, et avoir un enfant. Donc on s'est fâchés. Moi, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce choix qu'elle faisait? Non. Elle a quel âge votre fille? Ma fille elle a maintenant 41 ans et son mari a 12 ans de moins. D'accord. Voilà. Et donc, on n'était pas d'accord parce qu'ils s'étaient rencontrés. Ça a été très vite, ça a été trop vite. Oui. Et on avait compris. On avait tout compris. Et donc, ils ont un enfant ensemble? Alors, la petite fille, elle est née il y a 3 semaines. Et ah oui, elle est toute petite. Il y a 3 semaines. C'est très frais. C'est très frais. Et
jusqu'ici, quand elle m'a annoncé la naissance de la petite fille, j'ai acheté la poussette, j'ai acheté toute la lingerie, tout ce qu'il faut, les petites robes et tout. Elle a tout ce qu'il lui faut, la petite fille, les couches, les biberons et tout. Parce que le monsieur, il n'avait pas de sous. Il n'avait pas de sous. Et puis... Il ne travaille pas? Il travaille, mais au black. D'accord. Donc il a quand même de l'argent? Alors, non, il n'en avait pas. Et ma fille, elle a un enfant. Elle a un enfant qui a 16 ans, qui va avoir 16 ans dans quelques jours aussi. Enfin, on est en période d'anniversaire. Et il y avait un moment qu'on avait vu que le grand, je cite pas de nom, que ça n'allait pas. Mon fils et moi, on avait dit non, il va pas bien. Et puis on ne disait rien. Moi, ma fille, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et tout ça. Et puis vendredi soir, c'est pas vieux. Heureusement que mon petit gars qui va avoir 16 ans là, il était chez son tonton pour aller au bord de la mer. Et lui, quand il est rentré de travail, soi-disant, il a tapé ma fille. Il l'a battue. C'est votre petit-fils qui vous l'a dit? Non, c'est ma fille qui m'a dit. C'est votre fille qui vous en a parlé? Bon, elle a porté plainte? Alors, elle a appelé la police. D'accord. Parce que elle s'est réfugiée. Il l'a tellement tapée. Elle a très bien fait. 3 semaines que ça fait 3 semaines que sa fille est née. C'est un petit bébé de 3 semaines, qui est prématuré de 3 semaines en plus. Oui. Et elle l'a appelé. Il l'a tapé. Donc la police est venue? Oui, absolument, avec 2 fourgons. Elle s'est réfugiée dans les WC. Il a essayé de lui retirer son portable. Elle a réussi à l'avoir. Elle s'est réfugiée dans les water et elle a appelé le 17. Et entre-temps, lui, il a pris la petite, qui a 3 semaines, qui était en body. Il pleuvait et puis il ventait. Et il est parti. Il avait 2 grammes d'alcool. Oui, mais la police... oui, pendant qu'elle appelait la police, lui est parti avec le bébé. Mais alors, ils l'ont retrouvé quand même, j'espère. C'était quand tout ça? Oui, parce que lui, finalement, il n'est pas parti loin, il est revenu. Bah heureusement. Et ça en est où, là, aujourd'hui, avec votre fille? Quand il est revenu, la police était là. Ils l'ont vu. La petite, elle était sur le siège avant de la voiture. Presque toute nue, avec un tout petit body. Et il avait 2 grammes d'alcool. Bah oui, s'il était alcoolisé, il savait plus ce qu'il faisait. D'accord. Elle était même pas... Normalement, elle n'était pas née, cette petite-là. Mais quelle est aujourd'hui... donc, je comprends que vous soyez très préoccupé par cette situation, mais là, qu'est-ce que votre fille... Il y a une plainte qui a été déposée. Oui, qu'est-ce qu'elle compte faire? Oui. Ils ont été... donc, lui, il a été en garde à vue? En garde à vue, et puis voilà, et puis elle m'a appelée, je suis allée, j'ai gardé la petite, la police l'a rappelé, et tout ça. Oui. Et lui, j'ai cru comprendre, il est tunisien. Oui, vous me l'avez dit, oui. Et il n'est pas content parce qu'il voulait la convertir, et elle ne veut pas. D'accord. Bon, oui, mais enfin, ça justifie pas qu'il la frappe. Bon, de toute façon, il va y avoir une procédure. Votre fille, elle vit où, là? Vous l'avez recueillie? Comment ça se passe? Non, elle est chez elle, parce que elle est chez elle, dans ses meubles et tout ça. Il n'a rien, ce monsieur-là. Oui, mais lui, il est où actuellement, cet homme? Il est chez elle. Il est revenu vivre chez elle? Oui. Oui, mais il y a quand même un peu une question de danger, non? S'il a déjà frappé alors qu'il y a la petite qui a 3 semaines, pourquoi elle se sépare pas de lui? Oui, mais pourquoi elle se sépare pas de lui? Parce que elle dit qu'elle l'aime encore. C'est le problème des femmes battues. Oui, mais enfin, il y a une petite fille là qui est en danger. Il y a une petite fille qui est en danger. Une petite fille qui est 4 Parce que, bon, après tout, on ne sait pas, mais voyez, la dernière fois, il est parti avec l'enfant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et déjà, en prenant le volant alors qu'il était ivre, il aurait pu avoir un accident avec le bébé. Vous dites qu'il n'était pas attaché, qu'il était... Non, donc, il était sur le siège oui, mais moi, je comprends pas que ça n'ait pas été... Ça a dû être transmis au procureur de la République et ça doit être transmis, enfin, qu'il n'y ait pas de suite. Demain matin, il a rendez-vous à la police
Et là, il va partir en Tunisie parce que c'est un Tunisien, parce que il a soi-disant, il est en dépression parce qu'il a le mal du pays, et puis il a trop de pression. Écoutez, tant mieux qu'ils repartent parce que ça va, pour le coup, qu'il y ait de la distance. Je veux dire, parce que pendant ce temps-là, j'espère que votre fille va pouvoir réfléchir et il faudrait qu'elle se fasse aider parce que quel avenir elle envisage avec un homme qui est violent, alors qu'elle vient de mettre au monde leur bébé. Enfin, ça ne peut pas aller. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a même pas, évidemment, le respect d'elle-même, mais même du bébé qu'ils viennent d'avoir ensemble. Je sais par cœur et je sais pas comment faire. Je sais pas. Si votre fille, à un moment, de toute façon, il faudrait qu'elle se fasse aider, qu'elle aille voir. J'imagine que au commissariat, on a dû lui donner les coordonnées d'associations de femmes victimes de violences, parce que dans ces cas-là, quand il y a comme ça un homme qui est interpellé, très alcoolisé et ayant frappé sur sa femme, la femme est reçue et on donne les coordonnées d'associations pour aider les femmes victimes de violences. Maintenant, c'est vrai que comme vous dites, si elle dit encore qu'elle aime, qu'elle ne veut pas se séparer, malheureusement, c'est très problématique évidemment pour elle parce que ça n'augure rien de bon pour leur couple. Mais elle est adulte. Là, moi, ce que je trouve très préoccupant, c'est qu'il y a quand même un bébé, un nouveau-né, et elle a rien demandé, cette petite fille. Elle est au milieu et avec un homme qui peut revenir et qui, quand il a bu, fait n'importe quoi. Donc là, à ce moment-là, en tant que grand-mère, si vous voyez qu'il revient et qu'il y a de la violence dans ce couple et tout, vous pouvez faire un signalement déjà à la PMI. Je l'ai déjà fait parce que quand ils se sont... c'est bien. J'ai fait une main courante. Oui, alors une main courante, c'est pas un dépôt de plainte, hein. Je vous le dis, une main courante, ça reste au commissariat. Donc, il faudrait que moi, j'aille déposer un dépôt de plainte pour maltraitance pour ma fille. Vous pouvez le faire, oui, mais si votre fille nie, ça n'ira pas plus loin. Mais vous pouvez le faire, mais surtout, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un signalement à la PMI, protection maternelle et infantile. Vous aurez les coordonnées à votre mairie. Il y a un service de protection maternelle et infantile. Oui. Donc, dans ces services, si vous voulez, il y a des puéricultrices qui passent à domicile, qui peuvent aider la mère. Ouais. Oui, mais je ne sais pas si ça vient de la PMI ou autre. Peut-être qu'on va vous dire, oui, on connaît la famille, elle est suivie, mais dans le doute, il vaut mieux y aller. Il y a un pédiatre, il y a psychologue, il y a pédopsychiatre. Si vous voulez, il y a toute une équipe qui peut veiller sur votre fille et votre petite fille, et d'autant plus que si vous voulez, c'est pas sur un versant répressif, ils sont dans une démarche d'aide des mamans et de leur bébé. Donc, en allant au domicile, en parlant avec elle, ils peuvent lui faire prendre conscience qu'il y a danger pour elle et pour son bébé. C'est ça qu'elle et si vraiment le danger était avéré, évidemment, ils sont à même de faire un signalement au juge des enfants ou au procureur de la République. Donc, si vous voulez, ça met un état de vigilance autour de votre fille et de son bébé. Donc là, il va repartir en Tunisie. Mais il ne faut pas qu'il amène le bébé, hein? C'est ce qu'on a peur, parce qu'il avait caché le certificat de mariage, il s'est marié Ouais, mais attention à ça. Oui, et la police l'a retrouvé, ils l'ont retrouvé dans la voiture, elle l'a récupéré, elle m'a dit je vais le cacher, tout ça. Mais si, surtout oui, c'est ça, attention qu'il lui fasse pas faire des papiers, passeport et autres, il faut qu'elle cache tous les papiers, hein, pour qu'il puisse pas sortir avec la petite fille, elle a intérêt à être très très prudente, hein. Parce que c'est peut-être ce qu'il... Oui, mais je crois que là, il faut vraiment lui marteler. Lui dire qu'il y a un risque qu'il amène l'enfant. Elle va pas vouloir m'entendre. C'est le problème, ça. Elle m'a dit, mais non. Elle dit, c'est quand il a bu. Autrement, elle est très gentille, elle m'a dit. Oui, mais elle n'est pas du tout consciente. Mais dire que peut-être, mais vous pouvez lui dire, dites-lui que, en l'occurrence, quand il a bu, il ne sait plus ce qu'il fait, et que rappelez-lui ce soir-là, ou après l'avoir frappé, alors qu'elle venait de mettre au monde quand même leur bébé, il est parti avec le bébé dans la voiture, alors qu'il avait 2,5 grammes dans le sang. Il aurait pu avoir un accident, ça en aurait pu être fini du bébé. Oui, ça le bébé était sur le siège avant, pas attaché, il part comme ça avec le bébé, avec 2,5 grammes dans le sang. Donc le bébé, elle aurait pu ne pas le revoir, hein. Donc de dire c'est seulement quand il a bu, oui, mais quand il a bu, il sait plus ce qu'il fait. Donc il y a un danger. Il faut lui dire très clairement.
Mais oui, mais elle veut pas l'entendre. Eh bien, alors à ce moment-là, il faut faire un signalement. Vous allez à la PMI et vous expliquez tout ça. Oui. La PMI, vous êtes dans un village ou une... Ah non, la PMI n'est pas là pour enlever les enfants. Je vous explique justement, ils sont pas dans un versant répressif. La PMI, ils vont venir, c'est des puéricultrices qui aident déjà un peu les mamans un peu démunies, un peu désemparées, à les aider à s'occuper du bébé. Donc ça crée un climat de confiance, de dialogue. Oui. Après, elle peut aller à des consultations au centre de PMI, voir le pédiatre, rencontrer la psychologue. Je pense qu'elle est suivie. Oui, mais vous pensez, mais vous n'en êtes pas certaine. Non. Il vaut mieux s'en assurer. Vous comprenez, Dani ? Il vaut mieux s'en assurer. Et si vous voulez, elle entendra peut-être mieux ce discours-là de la part de personnes extérieures que de vous. Parfois, on entend mieux le danger quand il est énoncé par des professionnels. Donc, il faut vraiment le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir et lui retirer l'enfant. Elle n'a rien fait de mal à son bébé. D'accord ? Ah non. Bon courage, Dani. Bon courage. Au revoir. Quand elle a été à la police, il faut qu'on... Oui, mais justement, la police en a dit. Et donc, il est important maintenant que vous fassiez un signalement également de votre côté à la PMI. Hein, c'est essentiel. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit. Sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et vous pouvez également, si un témoignage vous touche, appeler pour réagir en direct et parler avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez composer le 39 21 qui est le standard d'Europe 1. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors suite au témoignage de Dani qui nous parlait de sa fille qui se faisait violenter par son conjoint, qui avait une petite fille de 3 semaines seulement. Matt dit surtout qu'elle garde le contrôle. Je pense qu'il ajoute en disant après finalement tout allait peut très vite et devenir un cauchemar. Alors c'est vrai qu'il faut être toujours très très vigilant quand il y a des enfants comme ça au milieu, et surtout si petits, parce que il peut y avoir des règlements de compte à travers les enfants. Et surtout quand on a affaire comme ça à un homme violent, il faut vraiment mettre tous les feux au rouge parce que il peut se venger de sa compagne à travers l'enfant. Hein. On a eu malheureusement des faits divers tragiques, donc être très très prudent. Et moi je recommande fortement un signalement au plus vite, et surtout avec des petits enfants. Il y a alors également bien sûr vos mails que vous pouvez nous envoyer sur le site europe1.fr. Zélie d'ailleurs à propos de ça dit cette grand-mère pourrait contacter le 119 en prévention, l'enfance maltraitée, qui pourrait également évidemment la conseiller. Et puis Ninon dit attention à ce qu'il n'amène pas le bébé, qu'elle prenne vraiment toutes les précautions. Lulu dit danger. Et puis, à propos de la dépression, Michel dit le témoignage que j'ai lu le plus intéressant et comment surtout en sortir, c'est celui de William Styron, S-T-Y-R-O-N, face aux ténèbres, excellent et efficace, dit Michel. On va écouter un petit peu de musique et juste après, nous accueillerons... Ah oui, un message aussi de Mimi que je remercie qui a appelé le 3921 qui dit à propos de dépression, pourquoi ne parle-t-on pas des bienfaits de la luminothérapie ? Ça remplace la lumière du soleil, ça donne beaucoup de tonus. Ça, c'est vrai que c'est vendu dans les magasins diététiques ou en pharmacie et c'est pratiqué aussi d'ailleurs hein, dans certains hôpitaux. Mais c'est vrai que vous pouvez trouver des lampes comme ça et c'est vrai que ça joue aussi la lumière. Profitons là des belles journées encore ensoleillées. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. On la connaît cette patience, cette forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques, la projection élastique, tout comme un coma idyllique.
Suarez, qu'est-ce que j'aime ça. Bonsoir Toutes vos Charlotte. confidents. Bonsoir Charlotte, on s'est pas mis au point avec Fifi. On va mettre ça, les petits réglages. Charlotte, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc moi en fait je vous appelle parce que je suis donc un petit peu déçue de certains comportements de mes amis qui me parlent pas, qui restent plus ou moins silencieux, et ça peut être des amis avec lesquels je m'entends très très bien, ou des amis de longue date. Et puis il y a aussi un petit peu la famille aussi avec lequel ça passe pas trop. Famille oncle-tante, hein, pas famille père, mère, etc. Enfin ma mère je l'ai plus mais c'est pas grave. Donc en fait si vous voulez ils supportent pas trop la distance, et c'est surtout aussi moi qui la supporte très très mal. Et à chaque fois que j'essaye de les voir, parfois ils acceptent très bien de me voir, et parfois j'ai un rejet. Par exemple, je vous prends un exemple là récemment avec une amie, mais avant ça je veux parler d'un truc vis-à-vis de ma famille qui est important. C'est que par exemple à Noël, on devait faire Noël par exemple chez ma tante, et pour cause de logement en fait sur place, en fait il y avait trop de monde, etc. Et moi je pouvais loger nulle part, et j'ai été épargnée, et du coup j'ai pas pu faire Noël quoi. Et j'ai très mal vécu. Et en gros j'avais beau m'exprimer, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me disait vas-y mais ferme ta gueule, et c'est comme ça, c'est pas autrement quoi. Voilà. L'impression d'être rejeté parce qu'il n'y avait pas de place pour vous concrètement. On ne pouvait pas vous héberger. Vous ne l'avez pas exprimé, de dire je suis quand même triste, j'aimerais passer Noël avec vous, mais je l'ai exprimé, je ne peux pas. J'aurais besoin que vous m'hébergiez ou. Ouais, mais depuis fort longtemps, en fait, ça se passe comme ça dans ma famille, où j'ai l'impression que on m'épargne un petit peu, en fait. Mais comment l'expliquez-vous? Vous dites, alors vous parlez de vos oncles et tantes, vous m'avez dit j'ai plus ma mère, mais c'est pas grave. C'est curieux de dire les choses comme ça. C'est pas que c'est pas grave, c'est que vis-à-vis je disais par rapport à cette distance-là. Je ne parlais pas d'elle au sens évidemment, mais j'essaye de vouloir oublier aussi ça, parce que il faut que je passe à autre chose, parce que j'ai l'impression que depuis que justement elle est partie, moi, toute la famille, tous les liens familiaux se sont un peu distendus, vous et votre famille, depuis que votre mère est plus là. Et puis vis-à-vis de mes amis, Vous l'avez perdu quand, votre mère? Ça fait un petit moment, mais depuis. Ça fait combien de temps? C'était en 2004. 2004, oui. Et après, ma grand-mère est décédée en 2007, tout de suite après. Bon, ça c'est autre chose, mais en fait, ça m'a fait un gros boom, parce que, en fait, c'était justement la mère de ma mère. Oui. Donc ça a été un petit peu difficile. Et ce que comprennent pas les gens, en fait, et à mon avis, ce qui fait peur, je me demande si c'est pas à cause de ça que je perds des gens, c'est qu'en fait, ma mère, elle est partie d'une maladie dégénérative. Ouais, de perte de mémoire. Donc, en fait, une forme d'Alzheimer. Et je me demande si, en fait, ça fait pas peur aux gens, en fait. Parce que c'est une maladie, en fait, dont on parle actuellement, qui est d'actualité et tout. Et je me demande si ça c'est déjà une maladie qui fait peur parce qu'on la connaît pas. Et je me demande si, effectivement, parce qu'on me dit que j'ai peur de moi. On me dit parfois, pas que j'ai peur de moi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Paraît-il que parfois je fais peur dans mon comportement, dans mon truc. Mais ce qui est vachement important, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que peut-être ayant vécu de l'agressivité, je tiens à préciser ça. En plus, il y a des gens qui m'écoutent et qui me connaissent, qui le retiennent, parce que le fait d'avoir peut-être vécu de l'agressivité, peut-être que, parce que parfois on me dit, ouais, mais dans ton comportement, tu peux être très refermée, au contraire très ouverte, on ne sait pas comment tu vas réagir, et du jour au lendemain, on te connaît, par exemple, très douce, et tu peux, par exemple, mal réagir vis-à-vis d'une situation parce que tu l'acceptes pas, ce qui me paraît normal, alors que je réagis pas forcément violemment. J'ai jamais vraiment été violente. Par le passé, ça aurait pu, mais parce que j'ai eu des soucis de santé et tout, mais maintenant que j'ai été opérée, ça va bien mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des problèmes de thyroïde. Oui, ça peut rendre agressif, ça. Vous étiez en hyperthyroïdie? Ouais, et ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai jamais avoué, c'est qu'en fait, c'est pas rien, maintenant je suis soignée, mais en fait, ce que j'ai jamais avoué, en fait,
c'est que, est-ce que les médecins ne savaient pas? Ce que j'ai appris en fait quand j'avais fait un examen, c'est que genre à 6 mois près, j'aurais pu aller sur une sortie d'hypophyse et là ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et ça je le savais pas en fait. Je le savais pas et après l'hypophyse c'est autre chose. Mais bon, on m'a soigné bien à ce moment-là. Oh, vous avez été bien soigné, d'accord. Mais voilà, 6 mois près, voilà. Et oui, alors c'est intéressant parce que c'est quand même vous avez fait un lapsus là qui est très parlant, je trouve. Hein. Vous vous êtes repris. Bah si, vous en êtes rendu compte tout de suite. Vous avez dit donc semi-lapsus. Oui, vous avez dit j'ai peur de moi. Et je vous dis c'est-à-dire. Et là vous avez dit non, mais en fait les gens me disent que je fais peur. Et vous étiez en train de me parler de la maladie dont est décédée votre mère, hein, cette maladie qui effectivement est angoissante. Alors peut-être que vous, déjà, je ne sais pas, il y a une partie de vous qui avait peur aussi par rapport à ça. Et en tout cas, l'image que les autres nous renvoient à un certain moment, quand il y a plusieurs personnes comme ça qui nous renvoient cette image, ça peut amener à nous interroger sur ce qu'on leur renvoie finalement, ce qu'on leur donne à voir. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup dans votre façon de parler, qu'il y a beaucoup de colère en vous. D'accord. Et puis j'exprime sur les autres, quoi. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de colère. Donc ça. C'est pas une colère, c'est une souffrance. Oui, qui peut, bien sûr, derrière cette colère, il peut y avoir une souffrance, bien sûr, et qui se traduit où vous êtes en colère. Il y a quelque chose d'une colère, et où du coup, où les autres peuvent se sentir agressés. Ouais, mais alors qu'est-ce que ça a à voir avec la distance? Pourquoi les gens, par exemple, me disent en gros, oui, mais bon, je veux couper avec toi parce que t'es pas dans la même ville. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'ils ont besoin de ma présence. Je suis paumée parce que d'un côté, la plupart de mes amis me disent ça. Quoi? Ils vous disent quoi? Qu'ils veulent couper avec vous? Parce qu'en fait, on n'est pas, je suis pas dans la même ville aussi. Oui, mais vous pensez pas que c'est un prétexte? Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on coupe pas parce qu'on n'est pas dans la même ville. En fait, au fond, j'intéresse pas et que. Non, alors je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est pas parce que vous intéressez pas. C'est parce que vous le dites vous-même, vous êtes consciente qu'il y a quelque chose d'une mise à distance aussi, peut-être, alors après, je ne sais pas, mais parce que dans la relation, actuellement, vos relations avec les autres sont difficiles, et vous dites d'ailleurs, depuis la mort de votre mère, c'est devenu plus difficile, les relations avec les autres. Non, c'est qu'il y a des fois du jour au lendemain. Les gens s'éloignent de vous. Oui, voilà. Mais pas forcément parce qu'ils ont peur. Oui, mais pas forcément. Parce que peut-être que vous avez aussi changé. C'est-à-dire ? C'est un événement majeur quand même, la perte de sa mère. Qui est justement... c'est étonnant la façon dont vous avez présenté les choses, mais ça aussi, ça a un sens. Vous l'avez dit très rapidement. Bon, voilà, dans toutes les difficultés que j'ai avec mes amis, ma mère, je l'ai plus, mais c'est pas grave. C'est peut-être le point de départ aussi. Ça a été à un moment, votre univers, à vous, il a basculé. Il avait déjà basculé quand votre mère est entrée dans cette maladie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est que j'ai l'impression, c'est pas toujours compris, quoi. J'ai l'impression que c'est pas toujours compris, quoi. Ben oui, parce que vous souffrez, et du coup, quand on souffre... Il y a un truc qui est très difficile, c'est que d'avoir vécu le trouble de quelqu'un qui perd la mémoire, il y a des fois, je suis complètement paumée aussi. Vous avez peur par moment, que si vous avez des pertes un peu, comme ça peut arriver, ou vous vous souvenez pas de certaines choses? Alors vous êtes paumée par rapport à quoi? Mais je sais pas, peur de la vie, peur de l'affronter. Depuis petite, j'ai toujours été comme ça, enfermée, surprotégée et tout. Mais depuis sa perte, et à un moment donné, c'était peur effectivement que ce soit génétique. Oui. Mais c'est peur du regard des autres vis-à-vis que je dise à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un, parce que je me dis les gens vont avoir pitié de moi. Non, pas du tout. Je suis anormale, machin. Mais oui, moi aujourd'hui c'est mal compris. Mais c'est pas anormal si t'as pas du pognon, si t'as pas ceci, si t'as pas cela, t'es mal compris. Non, c'est pas anormal de perdre sa mère, et c'est pas pour autant c'est douloureux, et surtout quand on est jeune. Je sais pas quel âge vous avez, Charlotte? 32. Oui, donc vous l'avez quand vous avez perdu votre mère en 2004. J'avais 22-25. Bon, c'est vrai qu'en général, on a encore sa mère à ce moment-là. Donc c'est un événement douloureux.
Et c'est vrai que en plus de cette maladie-là, c'est angoissant. Vous pouvez avoir peur que ça soit génétique. Vous pouvez, bon, voilà, c'est ça. Tout d'un coup, l'avenir, là où normalement c'est un âge où on s'occupe de soi, on met son énergie à son service, ça vous fait vivre des événements que d'autres n'ont pas vécu. Ça peut créer une certaine distance avec des jeunes gens de votre âge. Aussi, par rapport à ces faits-là de vie. Alors, vous dites, en plus, vous étiez très surprotégé. Bon, là, vous perdez toute protection. Votre père, vous n'en parlez pas? C'est vrai, oui. Oui, oui, c'est vrai. Il est vrai, présent? Non, c'est pas ça. C'est vrai que j'en parle pas, mais on s'est plutôt rapprochés depuis, c'est vrai, oui. Bon, d'accord, c'est important, ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas très présent auparavant, ou la relation avec votre mère était tellement proche que... C'était tellement fusionnel que lui avait peu de place. Il y a un truc, c'est pas mal, auquel je pense, c'est que par rapport à, je parle de distance, mais mon père était vachement distant de ma mère auparavant. Il nous a vachement laissés toutes les deux, pour cause de boulot aussi, mais on a très mal vécu aussi ça, à un moment donné. Quand vous dites on, c'est-à-dire? Ma mère et moi. Oui, mais ça a accentué votre fusion, certainement. Enfin, ou peut-être cette fusion s'est mise en place. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la distance de mon père et la distance vis-à-vis de mes amis? Oui, ce que vous percevez comme tel, oui. Bah oui, vous êtes sorti. C'est difficile de sortir, de perdre celle qui était votre, auprès de qui tout tournait, à votre père. Parce que finalement, vous apprenez à vous en construire d'autres, enfin à vous rapprocher de votre père, mais ce père de l'enfance, de la petite enfance, était distant avec vous. Et aujourd'hui, la distance des autres vous agresse, comme certainement peut-être vous agressez celle de votre père, ou en tout cas vous faisait souffrir. Ce que vous percevez comme de la distance, c'est-à-dire vous avez souffert petite de la distance de votre père. Et vous dites, c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche. Ils sont distants géographiques. Du fait de la distance, ils veulent s'éloigner de moi. Voyez? Oui, puis peut-être que donc ce fameux rejet dont m'ont parlé certains amis, ça peut venir de là. Comme quoi, j'ai peur de m'ouvrir aux autres aussi par rapport. Oui, peut-être qu'effectivement vous avez de rejet, Oui, peut-être que vous avez peur de vous, effectivement. Mais peur de moi vis-à-vis de quoi? Ça serait lié à quoi? Peur de vous, peur de vous ouvrir, peur du rejet. Parce que quand j'ouvre mon cœur, j'en suis capable quand même. Oui, mais pour ça, il ne faut pas être trop en colère. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on est vraiment très très en colère, si vous voulez, on peut être plutôt agressif, et donc les autres se défendent. À un moment, si vous voulez, quand dans les relations, on a des relations conflictuelles avec tout le monde, c'est que, vous voyez, ça amène un peu à s'interroger sur soi. C'est parce que, bien sûr, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on peut avoir, à un moment, même dans ses amitiés, décider d'arrêter telle relation parce qu'il y a des choses qui ne conviennent plus. Mais quand on se rend compte que, finalement, tous les autres, les relations avec les autres, tout devient agressif, tout devient conflictuel, ça amène à dire, qu'est-ce qui se passe aussi en moi pour que les autres réagissent comme ça? Mais justement, quand on n'arrive pas à trouver la réponse en soi, il faut peut-être se faire aider un peu, aussi. Vous voyez, en parler comme vous le faites là avec moi, avoir un peu un regard extérieur et essayer de comprendre, parler de votre souffrance, puisque vous me dites qu'au fond, cette colère qu'on entend en vous, elle est liée à une souffrance. Donc ça vaut le coup d'aller parler de cette souffrance. Plutôt que de la faire payer. Parce que finalement, les autres, c'est aussi déstabilisant pour vos amis. Si, comme vous dites, un jour, vous pouvez être comme ça, puis le lendemain complètement différemment. Oui, mais les gens savent plus sur quel pied danser. Ouais, mais justement, ça a toujours été ça avec moi. On a toujours fait ces reproches-là. Et moi-même, je sais pas comment avancer parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est vachement important. Moi, quand on me dit ça, j'ai l'impression que, justement, c'est un rejet pour avancer. C'est un rejet pour avancer. Mais vous vous sentez rejeté et je comprends que vous puissiez le vivre comme ça. Mais il faut comprendre pourquoi à un moment les personnes, voyez, peut-être parce qu'ils se sentent aussi agressés. Si vous vous sentez rejeté, vous pouvez devenir un peu plus agressive. Quand on se sent rejeté, on n'est pas bien. Bon, donc du coup, ça complique toutes les relations. Et comme je reçois là un message qui dit les gens fuient souvent le mal-être aussi, qui leur fait peur.
Donc, vous voyez, c'est un cercle un peu vicieux. Vis-à-vis d'autres personnes aussi. D'ailleurs, qui peut-être ont vécu tel ou tel truc, puis qui me l'auraient jamais. Les personnes ont aussi leurs problèmes. Hein, c'est-à-dire que vous, Charlotte, vous avez cette épreuve là que vous avez eu à traverser, qui est très difficile, où on sent qu'il y a cette souffrance. Bon, mais les personnes ont aussi leurs difficultés. Vous pouvez pas leur demander non plus. Alors, il y a peut-être des gens dont vous allez vous éloigner, et puis d'autres non. Mais il faut un peu aller parler de cette souffrance. Moi, c'est ce qui me paraît surtout important dans ce que j'entends. J'en parle, il y a pas de problème. Mais vous en parlez à qui? J'ai un suivi par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Il faut en parler. Alors, continuez à travailler là-dessus. Ouais. Voilà. Parce que je pense que si vous voulez, il y a lieu de, si vous voulez, à un moment puisque vous ne voulez pas perdre vos amis, de dire aussi, vous pouvez leur dire que vous tenez à eux et qu'actuellement c'est un peu difficile pour vous et que peut-être vous avez eu à certains moments malheureusement et qu'il y a eu un malentendu et que comme vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes peut-être un peu, c'est plus difficile, mais que pour autant vous tenez beaucoup à eux. Vous pouvez leur dire à ceux qui comptent pour vous. Voilà. C'est tout simplement. Et ceux qui sont vos amis comprendront que c'est un moment qui est un peu difficile. Ouais. C'est ce que dit Violaine. Vos amis vous trouvent peut-être imprévisibles, on vous sent à fleur de peau. Bon, et c'est sûr que les problèmes de thyroïde que vous avez eu aussi à un moment n'ont certainement rien arrangé. Oui, mais c'est pas une excuse non plus, quoi. Non, je suis d'accord, mais ça joue aussi beaucoup quand même sur l'humeur. Hein. Ouais. Ça joue aussi beaucoup. Ouais, c'est vrai. Merci en tout cas de votre confiance, Charlotte. De rien, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Étienne Dao, Saudade. Toutes vos confidences au 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Un petit SMS de Cathy pour Charlotte qui dit: vous êtes très lucide, vous avez un grand besoin de parler et vous êtes extrêmement touchante. On va accueillir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Claude. C'est la deuxième fois que je vous ai au téléphone. Je vous avais appelé au mois de décembre. D'accord. Oui. C'était pour parler de ma solitude, qui me pèse énormément. Oui. Et voilà, enfin ce soir c'était pour autre chose en fait. Je vous appelais parce que je suis très très perturbé, très mal en ce moment. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais voilà, je suis parti en vacances dans les PO au mois d'août. Où? Dans les Pyrénées-Orientales. Ah oui, d'accord. Et... C'est plus branché de dire PO. Ouais. Et avant de partir, je suis sur un site où on rencontre des gens pour faire des sorties. C'est un site de rencontre. Oui, oui. Et j'avais cliqué sur Pyrénées-Orientales, justement, pour voir s'il y avait des personnes qui pourraient faire des sorties, randonnées, tout ça. Et j'ai rencontré donc une personne qui habite juste à côté du village où j'étais, à 7 km. Ah oui. Et un coup de cœur. Oui. Un coup de cœur. Et donc voilà, je lui ai dit que je partais du 1er au 15 août dans ce village. Et est-ce qu'il était possible de se rencontrer? Donc elle m'a répondu en me disant écoute, pourquoi pas. Donc je suis arrivé le 1er août. Oui. Et le soir même, on s'est rencontrés, on a été prendre un verre ensemble. Et là, le coup de cœur, encore plus fort. Oui, ça se confirme. Oui. Mais voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses là-bas pendant ces 15 jours. C'est-à-dire qu'avec cette personne, on s'est vu plusieurs fois. On a flirté. Oui. Et... Donc il était partagé. Vous lui plaisiez. Il était partagé, oui, tout à fait. Si elle est sincère, j'espère, mais bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voilà, tu es quelqu'un qui me plaît, qui a l'air quelqu'un de bien, qui me plaît, il n'y a pas de souci, quoi. Mais bon, c'est une personne qui n'est pas prête. Pourquoi? Et qui a, elle, beaucoup de problèmes, quoi. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? C'est très compliqué. Alors déjà, c'est quelqu'un qui a malheureusement une maladie, je ne pourrais pas vous dire le nom de cette maladie parce que je me souviens plus, c'est des douleurs partout, de migraines, dans les jambes, dans les bras. Une polyarthrite rhumatoïde, non? Pas quelque chose comme ça, non?
C'est un peu le style de rhumatisme sciatique, mais c'est un autre nom. Quelque chose qui apparemment qui est incurable, parce qu'elle me dit, mon médecin me donne des traitements pour la douleur, donc ça passe, ça revient, c'est épuisant. Difficile. Oh oui, certainement. Très épuisant, c'est invivable. Oui. C'est quelqu'un qui est très fatigué, qui travaille la nuit, elle est infirmière, elle travaille de nuit, en plus, et elle travaille à mi-temps. Donc, déjà, elle a un travail qui est très difficile. Et il y a après cette douleur, il y a plein de choses. C'est très très compliqué. Elle m'a parlé beaucoup d'une personne qui a 41 ans, qui a un cancer, avec qui elle était sortie, qu'il a laissé parce qu'il a dit je ne suis pas fait pour toi, j'ai pas envie que tu souffres. Enfin, et elle a beaucoup de sentiments pour cette personne. Elle ne parle que de lui. Elle m'a parlé énormément de cette personne et d'une autre personne aussi avec qui elle était sortie, qui était alcoolique. Enfin, vous voyez, c'est. Oh là là, elle n'est pas infirmière pour rien, cette dame. Très compliqué. Elle va, là, c'est vraiment des histoires d'amour très très compliquées. Entre l'homme qui avait des problèmes d'alcool, le monsieur. Oui, elle a, on peut comprendre qu'elle ait peur. Tout à fait. Justement. Tout à fait. Parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau dans ces histoires, puisqu'elle a rencontré des hommes qui n'allaient pas bien. Pour pas les mêmes raisons, évidemment, parce qu'entre le monsieur qui avait des problèmes d'alcool et l'autre homme qui avait un cancer, cette personne qui a un cancer, elle le voit régulièrement, elle va l'aider, elle ne vit que pour lui. Elle a connu dans le cadre de son travail ou je sais pas. Vous savez pas. Je sais pas. Mais elle ne vit que pour lui, Elle ne vit que pour lui. Et qu'est-ce qu'elle en attend, puisque finalement, elle peut pas vivre cette relation à sens unique. Si cet homme lui dit que c'est pas possible. Alors en même temps, il lui dit que c'est pas possible, mais en fonction d'elle, c'est pas à lui d'en décider. Vous voyez, c'est là où il y a une certaine ça laisse. Je comprends que ça la fasse espérer, parce que quand on dit j'arrête, mais c'est pour toi, on n'a pas à décider pour l'autre. C'est à l'autre de décider. Oui. Bon, enfin, c'est compliqué pour vous parce qu'elle pense toujours à cet homme. Vous dites, elle ne vit que pour lui. Elle ne vit que pour lui. Elle vit dans le passé. Elle n'arrive pas à tourner une page parce qu'elle m'a parlé, en 15 jours, elle m'a beaucoup parlé un petit peu de sa vie aussi, par rapport à sa mère qui n'y a jamais donné d'amour. C'est quelqu'un qui en manque d'affection. Enfin, vous voyez, je vais vous dire, moi j'ai vu de suite, quand elle était avec moi, quelqu'un de très fragile. C'est vraiment quelqu'un de très fragile. Oui, donc elle s'occupe certainement. J'ai du mal à la cerner parce que on s'est encore eu ce soir au téléphone. Elle est très agressive. Alors il y a des jours où elle est très agressive, comme ce soir elle était agressive. Elle me culpabilise, elle me dit des choses alors qu'elle me connaît pas plus, Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que je suis quelqu'un qui est ça c'est vrai, elle a raison. Je fais ressentir, d'ailleurs vous-même vous me l'aviez dit au mois de décembre, qu'on ressent très bien que vous êtes dans l'attente de l'amour. Parce que je suis quelqu'un d'entier, je n'arrive pas à garder les choses pour moi. Quand j'ai un coup de cœur et que je dis la vérité, j'ai envie de trouver l'âme sœur, j'ai envie de vivre avec une personne et vivre quelque chose de grand et de sérieux. J'ai 49 ans. Donc ça, ça lui fait peur déjà. Ensuite, elle me dit, je suis pas prête, il me faut du temps, mais je lui dis, écoute, oui, je comprends très bien, mais il y a pas de souci, je vais pas te dire demain, on vit sous le même toit. D'ailleurs, moi, il y a 2 ans, j'avais été dans ce village. J'avais craqué pour ce village, j'avais envie de m'installer là-bas, mais c'était pas possible parce que j'étais avec quelqu'un. Et là, cette année, j'ai pris la décision parce que là où je suis actuellement, je suis très très isolé, je suis en pleine campagne. Oui. Je vis dans un village où je suis l'étranger, je suis complètement rejeté. Je peux plus supporter. Ça fait 10 mois que je suis ici, je ne peux plus supporter cette vie. Oui. Donc je compte m'installer. Je compte partir là-bas d'ici 1 mois ou 2. Je cherche un appartement. Donc l'appartement que je louais pour les vacances, la propriétaire est prête à me le louer à l'année. Alors c'est vrai que là ça a mis un plus parce que j'ai rencontré cette fille. Mais je suis sûr d'une chose, j'en suis persuadé, c'est que je vais droit dans le mur avec elle, Oui, après, alors justement,
Oui. Est-ce que vous supporterez d'être dans le village, sachant qu'elle est à côté, si vous pensez aller droit dans le mur? Parce que vous y allez parce que ce village vous plaît. Oui, de quoi avez-vous peur? Oui, effectivement, il y a 4000 habitants, mais ce que je me dis, c'est est-ce que tu vas aller là-bas et est-ce que tu vas être aussi mal que là où tu es? Parce que voilà, c'est la question. Voilà, je me dis, est-ce que vous y allez vraiment pour vous, parce que vous avez un coup de cœur aussi pour le village, ou est-ce que parce que c'est lié à cette femme? Il y a les deux, mais je crois qu'encore plus avec elle, quoi. Forcément. J'ai espoir, et puis après j'ai rencontré d'autres gens, donc une fille très très sympathique, mais là c'est une amitié, avec qui elle m'a emmené faire du yoga, c'est la première fois que je faisais du yoga. Oui. J'ai fait une belle découverte parce que c'était un groupe très sympa. Ouais, c'est important. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique, quoi. Oui. Donc vous pourriez peut-être vous faire des amis à travers, déjà vous avez rencontré cette femme là, et puis le groupe est sympathique, donc ça c'est un bon plus. Je me dis je vais quand même dans le positif par rapport à ce que je vis aujourd'hui, parce que je suis vraiment seul. Bon, je ne travaille pas, je fais des remplacements de temps en temps à droite à gauche, mais j'ai rien à perdre, ni à gagner ni à perdre, enfin plutôt à gagner dans ce que je comprends. Parce que là je suis vraiment dans une grosse solitude, des primes. J'écoutais tout à l'heure les auditeurs qui parlaient de dépression, et je me retrouvais dans certains messages, quoi. C'est vrai que là, je suis en train de m'enfoncer, quoi. Donc, il vaut mieux que je parte le plus vite possible, et puis d'essayer de tourner la page de tout, et de retrouver autre chose, quoi, une autre vie, quoi. Mais après, c'est vrai que cette personne m'a beaucoup perturbé parce que j'ai un gros coup de cœur. Oui, j'entends. Je l'ai encore eu ce soir au téléphone, et voilà. De toute façon, elle vous le dit elle-même, si elle se sent un peu oppressée, il vaut mieux la laisser, elle, venir vers vous. Parce que tant qu'elle est absorbée, qu'elle ne vit que pour cet autre homme, même si c'est une relation, je dirais, un peu névrotique, parce qu'elle est là à s'occuper de lui, on se demande, elle s'occupe presque plus de lui. Vous voyez, il y a un déséquilibre dans la relation. Bon, c'est son affaire, mais vous, il faut quand même vous préserver. Or, c'est vrai que elle va vers des hommes qui sont en souffrance, elle leur donne de l'amour, elle leur donne certainement cet amour qu'elle-même aimerait recevoir, la façon dont on s'occupe d'elle. Mais paradoxalement, quand elle rencontre quelqu'un qui, vous souffrez de solitude, mais vous n'avez pas de dépendance particulière, vous n'êtes pas malade, vous pourriez commencer sur des bases un peu plus solides. Là, elle n'est pas prête. Donc peut-être que c'est aussi son mode de fonctionnement où elle a besoin de se sentir utile dans la relation, parce que c'est valorisant aussi. C'est quelqu'un qui vous dit elle a jamais eu l'amour de sa mère. Ouais. Elle sait pas, vous voyez, donc elle doit penser qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup donner pour pouvoir obtenir un peu. Et c'est pas anodin non plus le fait qu'elle aille vers, c'est des personnes qui sont en grande souffrance vers qui elle va. Et dans lesquelles elle s'épanouit d'une certaine façon dans ces relations-là. Elle comble des manques. Ouais, encore ce soir, elle me disait, je ne savais pas, là, elle me disait, je suis allé voir mes parents pendant 3 jours en Ariège, et elle me parlait d'une personne sur le site sur lequel je suis, qu'elle avait rencontré. Et elle me dit, je suis amoureux de cette personne qui habite en Ariège, mais bon, je sais qu'il est trop loin. Elle me dit, c'est comme toi d'ailleurs, tu es trop loin. Mais j'ai dit, maintenant, même attends, moi je suis prêt à venir. J'ai pris la décision de venir. Et voilà, oui, mais vous voyez bien qu'elle trouve toujours des obstacles. Là où il y en a pas, parce que vous seriez prêt à venir, mais néanmoins c'est pas possible. Donc, bon. Elle vous dit que, quand on dit je suis pas prête, faut l'entendre. Hein. Il faut l'entendre. Et d'ailleurs, vous le dites, quand vous dites au fond, je vais dans le mur. Alors, tout ce que vous pouvez faire, il vaut mieux avoir ça plutôt que d'aller vous faire du mal volontairement et vous dire que cette personne, elle a des choses à régler et que de toute façon, vous pouvez pas être à 3 dans cette histoire. En même temps, elle dit qu'elle vous me dites qu'elle s'occupe de cet homme qui est malade, mais en même temps, elle tombe amoureuse d'un autre homme sur un site, mais il est loin, il est dans l'Ariège. Bon, elle sait pas très bien. Enfin, vous pouvez pas être à plusieurs dans cette histoire. Il y a plein de petites choses qui frappent énormément. Quand elle m'a dit, par exemple, ce soir, elle me dit, oui, mais tu aimes la nature. Tu me dis, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. On a
beaucoup discuté. On se rejoint énormément sur plein de choses. Elle est dans la même attente aussi parce qu'elle me dit, voilà, j'aimerais vivre avec quelqu'un. C'est vrai que d'être seule, bon, c'est pas facile. Mais elle me dit, voilà, la vie n'est pas facile, c'est dur actuellement. Et ce soir, elle me disait aussi que... Elle m'a dit, voilà, par exemple, j'ai plein de choses à faire à la maison. Vous voyez, c'est un détail, mais enfin, j'ai trouvé ça choquant parce qu'elle ne me connaît pas. Elle me dit, j'ai des arbres à couper. Est-ce que tu es capable, toi, de te servir d'une tronçonneuse? Je crois pas. Elle me dit, je crois pas. Tu n'es pas capable. C'est dévalorisant. Elle vous dévalorise. Elle me dévalorise. Elle me culpabilise. Voilà. Oui, puis enfin, si elle cherche un homme pour couper des arbres dans son jardin, bah, écoutez, elle fait venir quelqu'un. Hein. On peut avoir des aides comme ça et faire travailler des jardiniers ou bon, vous voyez. Enfin, il faut savoir ce qu'elle veut. Elle a besoin d'un homme. Pourquoi? Vous voyez, elle est toujours dans la relation d'aide. Elle aide un homme alcoolique. Elle aide un homme atteint qui est atteint d'un cancer. Et vous, elle vous dit j'aurais besoin qu'on me coupe des arbres dans le jardin, mais toi de toute façon tu peux pas. Donc vous voyez, comment elle conçoit la relation à l'autre et la relation amoureuse. C'est de l'aide. On a l'impression qu'elle est perdue là-dedans. Ah oui, elle est, donc, elle bon, est complètement... oui, mais est-ce que vous allez... Je comprends que vous ayez un coup de cœur, ça se commande pas. Mais je veux dire, après, est-ce que c'est vraiment la femme qui vous convient, avec qui vous seriez heureux? C'est ça la bonne question à vous poser. Ben oui, non, je suis sûr que je serais pas heureux parce que bon, j'ai vu déjà dans la façon qu'elle vit. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu un passé très compliqué. Puis bon, elle m'a raconté qu'elle vivait dans un cabanon comme les hippies, que ceci, cela, que c'est le genre de fille qui est très proche de la nature. Mais moi aussi, je suis proche de la nature. Hein. Je ne supporte pas la ville, j'aime la nature. Mais après, de la vivre sans eau, sans manger des herbes, je suis pas un Indien, quoi. Je veux dire. C'est très tendance pour les vacances d'aller partir. Les gens vont dans des cabanes, maintenant, dans des roulottes, les citadins surtout stressés. Mais elle a vécu vraiment dans une situation pendant 5 années. Sans eau? Elle avait 5 ans, elle a vécu dans une cabane qu'elle avait montée avec son copain. Ils vivaient vraiment... il faut Sans eau pour l'intimité amoureuse, c'est pas mal. Ah ouais, un truc de fou, quoi. Oui. Après, il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez elle, mais c'est vrai qu'après, moi, j'aime un minimum de confort, quoi, un minimum de confort. Maintenant, je vous dis, je suis sûr que même si ça allait plus loin, je suis sûr que je vais droit dans le mur. Oui, mais écoutez cette petite voix, vous le sentez au fond de vous. Non, ça doit pas. Écoutez, c'est moi ce que je trouve formidable. Parce qu'on a été quand même assez loin. Elle me dit non, mais on a quand même. Je suis allé chez elle un soir. Il était très tard, on écoutait de la musique. Il était 1h du matin. Je lui dis est-ce que tu te sens de me ramener ou je dors sur le canapé? Elle me dit non, je suis très très fatigué. Je ne me sens pas de te ramener. Et bon, j'ai pas fini dans le canapé, j'ai fini dans son lit, et même si on n'a pas été plus loin, on n'a rien fait du tout. Voilà, bon. Mais c'est pas grave. Mais bon, c'est surprenant, quoi. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. Vous ne pouvez pas savoir. Je sais pas ce qu'elle attend. Mais non, mais est-ce qu'elle le sait elle-même? Non, je crois pas. C'est ce que dit Brigitte, elle envoie un petit SMS en disant elle semble extrêmement contradictoire et floue. Voyez, et puis il y a Dalton qui dit perdue ou manipulatrice, elle parle en tout cas beaucoup pour une première rencontre. J'ai pensé à ça, manipulatrice aussi. Alors il y a quelqu'un qui dit on dirait que cette femme reproche à Jean-Claude ce qu'elle ne peut reprocher à cet homme alcoolique qu'elle avait aidé. Elle semble reporter peut-être sa colère des hommes aussi et sur des échecs sur vous. Quelqu'un, First Lisa dit êtes-vous prêt à vivre dans une yourte? Vous l'avez dit, à manger des herbes, ça va un moment. Non, mais sans être matérialiste, il faut un minimum. Je sais pas, je suis peut-être capable. Ah, pour l'amour, c'est bon, une nuit au clair de lune, c'est merveilleux. Non, je suis peut-être capable si j'ai un grand coup de cœur par amour. Je pense que je suis capable de beaucoup de choses, de changer aussi de vie, parce que bon, je suis quelqu'un d'assez très ordonné, assez maniaque. Bon, mais après, voilà. Alors d'autres messages qui arrivent avant qu'on accueille Franck, je crois, qui sera avec nous en direct. Il y avait Patricia qui disait à propos de la maladie, est-ce qu'elle serait pas atteinte de fibromyalgie? C'est douloureux, invalidant, mais elle ajoute soyez quand même prudent et préservez-vous. Et puis Eric, qui est routier, qui dit je ne suis pas prête. Ne serait-il pas une façon détournée et polie de mettre fin à cette histoire d'amour naissante? Il y a quelqu'un, c'est Emilien aussi qui dit je pense que votre amie cherche des prétextes pour s'éloigner de vous, parlez-en avec elle pour mettre les choses au clair.
Une autre personne dit vers quelle partie de vous-même allez-vous avec cette rencontre. Puis il y a Sergio, plus pragmatique, qui dit pour couper les arbres, mieux vaut un bûcheron qu'un jardinier. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Voilà. Bon, donc on va accueillir maintenant Franck, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Franck et merci. Oui. Comment allez-vous ? Mais ça va très bien, merci. Et vous ? Bon, parfait. Je tenais en fait à intervenir dans votre émission en toute humilité, mais je pense que votre précédent auditeur devrait pas se prendre la tête comme ça et devrait surtout penser à lui-même. Il vous écoute, hein ? Il est là, Jean-Claude. Oui, vous pouvez vous adresser. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Et l'intervention que je voulais faire, elle est très simple, mais surtout de penser à soi-même, de pas s'adapter aux autres, mais surtout que les autres s'adaptent à soi-même, c'est très important. Et ça permet d'affirmer une certaine personnalité. Et j'avais juste ça à dire. Voilà. Oui, mais c'est important parce que souvent, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire, alors, il y a quand même une juste mesure. C'est-à-dire, faut pas. On est bien obligé de faire des compromis quand on vit en société et quand on vit en couple. Mais ne pas oublier ses propres attentes et ses propres désirs. Exactement. Si on fait passer ceux de l'autre avant en priorité, à un moment, ça va ternir la relation. Exactement. Et je pense beaucoup à Jean-Claude. C'est une étape certainement difficile pour lui. J'en ai vécu 2 dans ma vie. Ça arrive et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas rebondir et donner de sa propre personne envers les autres. Et je pense que même si on voit beaucoup d'émissions de télé-réalité, je pense qu'il y a une vraie sincérité, c'est l'image qu'on donne aux autres et c'est de rester intégré à soi-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci Franck d'avoir été avec nous, d'avoir pris la peine d'appeler. Merci, voilà, merci à vous. Très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Oui, je voulais vous dire, Caroline, ce que je vous avais dit au mois de décembre quand je vous avais eu, c'est que aussi je comprends pas pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça, qui ont des problèmes, qui sont déprimés, qui sont mal dans leur peau, je comprends pas. Je n'arrive pas à tomber sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut et puis qui soit bien, quoi. Je tombe toujours sur des cas comme ça et j'en ai eu une série depuis pas mal de temps sur des rencontres que j'ai eues et je sais plus, d'ailleurs vous m'aviez dit que c'est peut-être parce que moi-même je suis pas prêt ou je suis peut-être pas bien aussi dans ma peau, hein. Parce que moi je les attire, mais je comprends pas. Enfin, est-ce que vous avez été amené dans votre histoire vous occuper de quelqu'un comme ça un peu fragile, puisque ça veut dire en même temps que vous pouvez, vous, face à quelqu'un de fragile, vous en avez parlé de la fragilité de cette femme, oui. C'est aussi ce qui l'a rendue séduisante. Oui, mais c'est aussi ce qui l'a rendue séduisante. Il y a le fait que vous vous reconnaissez, vous vous retrouvez dans ces fragilités, mais il y a aussi le fait que parfois quelqu'un de fragile, ça peut donner, on peut dire, vouloir s'en occuper. Et s'occuper de l'autre, c'est une façon aussi d'oublier un peu ses propres manques, ses propres failles, vous voyez. On se sent gratifié, valorisé en s'occupant de l'autre. Oui, enfin, thérapie, c'est un peu... on s'oublie un peu, donc ça fait du bien, parce que c'est valorisant de prendre en charge, de s'occuper de quelqu'un. C'est vrai que j'aime m'occuper des gens et puis certainement. Ouais. Je suis sorti pendant 5 ans avec une fille qui était malentendante, mais qui était invivable. On se voyait que le week-end. Je faisais 50 km tous les week-ends pour aller la voir, mais j'ai vécu un enfer. Et j'ai mis 5 ans pour jeter l'éponge, quoi. Et encore aujourd'hui, elle m'appelle de temps en temps pour me demander si ça va, bonjour et tout. Mais j'ai vécu l'enfer, quoi. Et d'ailleurs, mon entourage me disait, on ne sait pas comment tu peux supporter ça, quoi. Ouais. Alors, j'ai voulu l'aider, je croyais pouvoir l'aider, mais bon. Mais ce qui est, alors il y a quelqu'un qui dit miroir, joli miroir, comme si aussi vous retrouviez des failles, des manques en vous, et finalement à travers ça, on se répare aussi un peu, en aidant quelqu'un. Mais le fait, vous voyez, là vous en avez conscience, donc il y a quand même une évolution. Cette prise de conscience, c'est un premier pas pour évoluer, et vous vous dites, oh là là, dans quoi je m'embarquerai ? Et je vais aller dans le mur. Quand on a eu comme ça des histoires qui nous ont fait mal, parfois on évite justement d'aller dans le mur.
Et là, vous pouvez le faire cette fois-ci. C'est ce que quelqu'un dit. Ça sera la conclusion. Et vous-même, que pourriez-vous faire pour vous sentir mieux? Et puis, il y a Goli qui dit la solitude n'est pas une malédiction. Quand on a un désir d'amour, elle devient un magnifique outil. C'est aussi le moment pour découvrir le véritable désir d'amour, loin de l'hypnose générale. C'est aussi le moment pour découvrir sa propre force. Personne ne peut nous la donner. Donc, aller vers l'amour, c'est aussi d'abord aller vers soi-même, même s'il y a toujours une part d'inconnu. Et puis, pour terminer sur une note gaie, il y a Dalton qui dit « C'est bien beau, cette femme qui parfois a vécu comme ça dans sa cabane sans eau, dit « Vivre sans eau, comment on fait pour l'apéro ?» C'est vrai, il faut un peu des plaisirs aussi dans la vie. Pensez à vous et puis réfléchissez par rapport à ce village si vous y allez vraiment pour vous, si les côtés positifs, mais ne fixez pas vos objectifs en fonction de cette femme parce que vous savez que c'est là pas très solide. Il y a Fleur qui dit « Cher Jean-Claude, l'Alsace est belle, partez ». Je vous embrasse et puis donnez-nous de vos nouvelles. Au revoir Jean-Claude. C'est gentil. Revolver, Let's Get Together. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. On se retrouve demain à 23h. Il est 1h sur Europe 1.